Bonjour et bienvenue dans l'hebdo de la semaine. 15 minutes pour revenir en images sur les faits marquants de ces derniers jours. Coup dur pour les ostréiculteurs à quelques jours des fêtes. Après le signalement de 2 foyers d'intoxication, dont le premier, une quarantaine de personnes réunies pour la Sainte-Barbe de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, le préfet de Loire-Atlantique a pris un arrêté interdisant la commercialisation des huîtres sur la zone au nord de la baie de Bourgneuf. Les huîtres de cette zone 44-15 non pêchées resteront en mer le temps des 28 jours de fermeture réglementaire, puis pourront être commercialisées. Celles déjà livrées ont été détruites. Les professionnels concernés, heureusement, il y a une belle solidarité entre nos professionnels, se font dépanner par des collègues, par des huîtres de zone saine qui pourront commercialiser pendant les fêtes. Donc, bon, c'est un gros manque à gagner parce que bien sûr, s'ils les prennent à des collègues, ils vont leur acheter, mais au moins ils vont pouvoir honorer leurs clients. Et du coup, toutes les huîtres qui seront vendues, y compris par ces gens-là, seront parfaitement saines et consommables. Le couperet est tombé. L'unique école de Saint-Martin-Lars en Saint-Hermine va fermer. Après 3 années de sursis, l'annonce a été faite par la direction de l'enseignement catholique de Vendée ce jeudi. Parents d'élèves, citoyens du village et élus se sont rassemblés pour protester et tenter de sauver encore l'établissement. En vain, le reportage de Cyril Guillet et Mathis Pires. C'est tout un village qui se déplace en soutien à leur seule école. À partir du 31 août 2024, les 2 classes accueillant 29 enfants fermeront leurs portes et 2 emplois seront supprimés. Mais malheureusement, oui, je vais perdre mon emploi, mais pour moi c'est autre chose en fait. C'est l'école du village, c'est l'école où ont été mes enfants et c'est d'autant plus l'école des enfants. On marche plus que sur la tête là, on s'enfonce, c'est du grand n'importe quoi. Les parents d'élèves de cette commune de 426 habitants sont dans l'incompréhension. Pour eux, c'est une décision injuste. On a l'impression d'être oubliés parce qu'on est dans une toute petite commune, mais aidez-nous à la rénover, notre école. Pour moi, c'est une décision de citadins qui ne comprennent pas ce qui se passe dans nos communes et de ce que représente une école dans une petite commune de 500 habitants. Saint-Martin veut pas mourir ! Pour le maire de la commune, c'est le rendez-vous de la dernière chance pour sauver son école avec la direction de l'enseignement catholique. Je vais recevoir 5 personnes, dont monsieur le maire, c'est important. Voilà, puis après on redescendra ensemble et puis on discutera. Voilà. À la sortie, la décision est prise, aucune négociation possible. Aujourd'hui, je ne suis pas heureux de fermer cette école. C'est la commune qui va en subir les conséquences. Les commerces vont subir les conséquences. Donc aujourd'hui, je trouve cette décision inadmissible. Monsieur Nouvel reste sur ses positions, n'entend pas déroger à la décision qui a été prise au Kodiak. Et je pense que ce n'est pas une décision sage, en tout cas pour garder dans nos centres-bourgs une âme. En 98, ils étaient 9 élèves à Saint-Martin et l'école, elle vivait. Aujourd'hui, il va être 32 en janvier. Et vous la fermez. Là, on est en train de nous tuer et on a servi de tête sur le bûcher aujourd'hui. La direction de l'enseignement catholique n'a pas souhaité s'exprimer sur le sujet. Pour ne pas voir ses habitants partir, la commune envisage de créer pour la rentrée 2024 une école publique. Fin de la session budgétaire pour la région Pays de la Loire ce vendredi. Il s'agit du vote du budget primitif pour l'année 2024. Alors qu'elles ont progressé cette année, les dépenses de fonctionnement baisseront l'an prochain de près de 3 millions d'euros, rendant possible une augmentation des investissements qui atteignent 507 millions d'euros. Investissements qui feront la part belle à la transition écologique. Un grand plan arbre, un grand plan haie. On a trop détruit des haies, il faut absolument les restaurer, il faut les préserver, il faut replanter. La région, avec l'ensemble des acteurs sur le terrain, va contribuer beaucoup. C'est aussi le vélo, avec le développement, par exemple, donc d'un grand plan vélo, mais qui prévoit par exemple le fait d'installer des locations de vélos dans une trentaine de gares des Pays de la Loire. Donc bien sûr, la Vendée sera le cas aussi. Et l'exercice 2024 va aussi être marqué par l'apparition d'un premier budget vert dans les comptes de la région. L'objectif est de classifier toutes ces dépenses selon leur impact sur l'environnement. 100 millions d'euros, c'est le fonds d'urgence alloué aux EHPAD et services d'aide à domicile par la ministre Aurore Bergé. En Vendée, ce fonds représente 1 809 648 euros, financé par l'ARS Pays de la Loire. Une somme doublée par le département de la Vendée et qui permettra d'accompagner 11 EHPAD en difficulté.
L'association, là, actuellement, nous avons rencontré hier Madame Rivière ainsi que ses collaborateurs pour réfléchir ensemble sur des financements beaucoup plus pérennes. Également réfléchir ensemble sur comment faire pression auprès du ministère pour avoir vraiment une réflexion de base sur des tarifications qui soient à la hauteur des enjeux. On ne peut pas fonctionner, on ne peut pas avoir des projets, on ne peut pas accompagner de manière qualitative les personnes âgées à coût de dotations financières ponctuelles. On a besoin d'avoir une lisibilité financière. En plus de ce fonds, la RSPI de la Loire mobilise un financement exceptionnel de 6 998 754 €. On passe à de l'actu chaude. Une enquête autour du pré-fou de Vendée est en cours. En ligne de mire, l'obtention de l'IGP pour le pré-fou à l'ail, particulièrement mis en valeur dans les points de vente. Ce produit ne bénéficie actuellement d'aucun cahier des charges. Les dessous d'une enquête croustillante avec Julie Morini. L'objectif de cette enquête est de connaître l'attachement des habitants à ce patrimoine culinaire afin d'obtenir une IGP, une indication géographique protégée, c'est-à-dire une zone délimitée pour la production du pré-fou à l'ail. C'est un label particulièrement attendu par la profession. Écoutez le directeur de Vendée Qualité et le gagnant du meilleur pré-fou 2022. L'intérêt, c'est qu'une fois qu'on aura cette indication géographique protégée, qui peut demander un peu de temps, jusqu'à 4, 5 ans, allez, on va dire 4 ans, eh bien, une fois qu'on a ça, ça veut dire que ce n'est plus délocalisable. Et donc, le produit va rester sur le département, sera produit sur le département, et tout ce qui est valeur ajoutée, tissu économique, tissu social, restera sur le département. Et ça, c'est important pour notre territoire. Déjà, ça va être une reconnaissance déjà pour la Vendée, et puis pour tous les artisans boulangers de la Vendée. Ne pas dénaturer le produit aussi par toutes les façons qu'on voit au jour d'aujourd'hui. Donc pour nous, ça va être tout va être bénéfique, je pense. L'Office pour le patrimoine culturel immatériel est en charge de compléter les connaissances sur le pré-fou. Il interroge les professionnels, mais pas seulement. Pour le moment, 600 réponses ont été enregistrées. Et par ailleurs, à travers l'enquête, on mesure l'attachement des Vendéens à ce plat et au fait que pour eux, il représente un patrimoine culinaire. Puisque les personnes qui ont répondu, donc autour de 500, de 600 aujourd'hui, ont en fait parlé eux-mêmes d'attachement, de tradition et des mots qui sont quand même très très forts et qui représentent pour eux, enfin, le pré-fou représente quelque chose pour eux et ça c'est important aussi à souligner. Les prochaines étapes maintenant seront de rencontrer les témoins de ce patrimoine et de constituer le dossier. Il sera transmis à l'INAO, l'Institut national de l'origine et de la qualité, à l'automne 2024, puis transmis aux instances européennes. Si vous souhaitez participer à cette enquête, vous pouvez trouver le questionnaire sur Internet. Littérature, Bernard Grasset remporte le prix de la Société des écrivains de Vendée 2023 avec son livre Sur les pas de Blaise Pascal, voyageur de l'infini. Une biographie du mathématicien, inventeur et philosophe. Le prix, en partenariat avec le Crédit Mutuel, a quant à lui été remis à Adèle Fugère pour son œuvre J'ai 8 ans et je m'appelle Jean Rochefort. L'histoire drôle de Rosalie, une petite fille dépressive qui se réveille un matin avec la moustache du célèbre comédien. Écoutez, je prends ça, donc je suis reconnaissant au jury et je prends ça comme un encouragement à poursuivre, à continuer d'essayer de faire connaître et aimer Blaise Pascal et à poursuivre mon aventure dans l'écriture. Eh bien, je suis contente parce que c'est un prix de la maison, en fait, c'est un prix de Vendée. Moi, j'ai écrit le bouquin sur ma table de dessin chez moi, donc je suis touchée. C'est mon premier prix, j'en ai jamais eu avant, donc je trouve ça assez émouvant. Ces prix littéraires récompensent un ouvrage traitant de la Vendée ou écrit par un auteur vendéen. Vous les croisez chaque année, ces bénévoles aux caisses des magasins qui emballent vos cadeaux contre quelques pièces. Chez l'APF France Handicap, les bénévoles se relaient au magasin Jouet Club de La Roche-sur-Yon. Chaque client donne ce qu'il veut. L'an passé, l'association a ainsi récolté 1 300 €, de l'argent qui sert notamment à financer des ateliers pour permettre aux adhérents de se retrouver et de rompre l'isolement. Exemple avec Alix Lanous. Bonjour tout le monde. Christine ne rate jamais un atelier d'art floral. Elle apprécie les activités manuelles, bien sûr, mais elle apprécie surtout l'ambiance conviviale qui règne ici. Ça permet de voir du monde et autre chose. Et ça coupe ça coupe la solitude. Au programme aujourd'hui, la confection d'une couronne de Noël.
Si l'atelier est animé par des bénévoles, il faut néanmoins acheter tout le matériel nécessaire. Uniquement financée par des dons et du mécénat, l'association APF France Handicap multiplie les opérations permettant de récolter de l'argent. De l'argent qui finance les différents ateliers, mais qui permet bien plus encore. C'est sûr que ces moments-là sont très très importants pour un certain nombre de personnes qui, sans APF France Handicap, ne sortiraient pratiquement jamais de chez eux. Pour certains, d'ailleurs, nous allons les chercher à domicile, car ils sont difficilement mobilisables, ils n'ont pas forcément de véhicule. Pour ceux qui n'ont pas de travail et donc par définition encore moins de vie sociale que d'autres, ça leur permet de sortir, d'aller prendre l'air, de faire des choses qu'ils aiment. Art floral, aquarelle, jeux de société ou jardinage, pour certains, peu importe l'activité. Ce qui compte, c'est de rompre l'isolement, et particulièrement pendant les fêtes. Nous, on constate les appels qui sont plus nombreux au niveau de notre standard téléphonique. Les personnes qui appréhendent un petit peu cette période de Noël et ce moment de solitude qu'on peut retrouver parfois dans certaines familles. Alors ici, pendant 1 heure ou 2, on oublie tout et on profite d'être ensemble. On est là dans le but d'être ensemble, se réunir, et puis après, en général, on a un temps convivial après où on discute de tout et rien. Et voilà, je trouve ça chouette. Faut envie que ça dure. Est-ce que vous trouvez ça joli ? Pour en savoir plus et soutenir l'association, n'hésitez pas à vous rendre sur le site d'APF France Handicap pour offrir tout au long de l'année à ses adhérents un cadeau inestimable. Environ 400 costumes pour le spectacle La Dame de Pierre, 50 pour le Grand Hiver. Symphonia Productions, une association vendéenne de spectacles, habille désormais ses acteurs. L'atelier a ouvert en mars 2023, découverte avec Colline Davy. Pour avoir un bon spectacle, il faut de bons acteurs, une bonne musique, mais surtout de bons costumes. Depuis bientôt 1 an, Symphonia Productions crée ses propres pièces ici. L'atelier est chapeauté par Marie et son rôle est plus qu'essentiel. Donc le choix des coloris, des matières, des formes, des patrons, etc. Puis il y a toujours le côté historique qu'il faut mettre en compte, le côté imaginaire commun. Le costume, c'est ce qu'on va voir directement. Au-delà du texte qu'on va entendre, visuellement, c'est ce qui va nous faire tilt tout de suite. Donc il faut que le costume soit en accord avec la période dans laquelle on veut mettre le texte en scène. Et c'est hyper important, puisque si on met un homme de Cro-Magnon, on veut faire jouer un homme de Cro-Magnon en tenue de Charlemagne, il y a un blocage. Fabriqué plutôt que loué comme il le faisait auparavant, cela comporte d'autres avantages pour les acteurs notamment. Okay. On peut venir dans la costumerie pour pouvoir essayer les costumes. On peut suivre tout son processus de création. On peut même, pour certains, participer à l'élaboration du costume, au choix des couleurs, au choix de comment est-ce qu'on va l'interpréter dans l'histoire. Et donc c'est vrai que c'est une vraie chance d'avoir des costumes qui sont beaux et où les comédiens se sentent à l'aise. Et s'ils sont à l'aise dans leurs costumes, ils seront beaucoup plus à l'aise sur scène. Donc oui, ça participe à la qualité du spectacle. Symphonia Productions possède aussi son atelier de décor. Avec les costumes, ce sont donc 2 éléments qui s'adaptent désormais au spectacle et non l'inverse. Et l'ascension est loin d'être terminée. Ça nous permet de mettre en commun des costumes pour différents spectacles. Donc chaque fois qu'on fait un costume, au-delà du spectacle dans lequel il va servir pour la première fois, on pense déjà à tous les spectacles qu'on va faire dans les années qui viennent. Et le costume va pouvoir être réutilisé comme ça dans de multiples spectacles au fur et à mesure du temps. Oui, peut-être qu'un jour on ouvrira notre propre salle de spectacle aussi, mais bon, pour l'instant on se concentre sur tout ce qui est nécessaire pour vraiment créer nos spectacles et les faire tourner ensuite dans le plus de villes possible. Pour retrouver ces costumes, rendez-vous en janvier à La Roche-sur-Yon pour le Grand Hiver. La Dame de Pierre se jouera, elle, au Vent d'Espace en février 2025. Il est temps de refermer cet hebdo de la semaine. Merci de l'avoir suivi avec nous. La rédaction prend à présent quelques jours de repos bien mérités. Nous nous retrouverons donc pour des journaux frais à compter du 2 janvier. En attendant, ne manquez pas nos rétrospectives de l'année. Le premier numéro est à retrouver lundi 25 décembre. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de joyeuses fêtes de fin d'année. Profitez bien de vos proches et à très bientôt en pleine forme sur TV Vendée.